le département santé de l'église de Paris-Est Bagnolet et nous, participants de cette équipe qui sommes des professionnels de santé, nous sommes heureux de vous accueillir pour pouvoir discuter d'un thème. Allô docteur, comment puis-je combattre la démence? Donc, avec la participation du docteur Zita Rodin, du docteur Angerville Bernard, donc docteur Zita qui est généraliste et docteur Angerville qui est psychiatre, et avec la contribution de plein d'autres professionnels de santé, donc des étudiants en médecine, des infirmiers, des cadres de santé, des personnes qui sont également à la retraite et qui ont été dans le milieu de la santé et qui souhaitent participer avec nous. Nous allons essayer de vous apporter le maximum d'informations, le maximum de petites astuces pour pouvoir combattre justement la démence et pouvoir y remédier. Quelques petites précisions avant de démarrer vraiment notre échange. Dans un premier temps, je vais demander à chacun de couper vos micros si vous n'intervenez pas, ce qui est important pour permettre la qualité de notre échange, pour que nous puissions nous écouter et pour que les intervenants également ne soient pas gênés. Je vais également vous demander dans vos interventions d'être concis, précis, clairs, pour que nos réponses soient pareilles, concises, précises et claires. Nous allons parler de démence, mais il faut savoir d'emblée qu'il existe deux types de démence. Donc des démences qui sont irréversibles, donc des démences qu'on ne peut pas, quelles que soient les astuces que nous allons mettre en place, y remédier, et d'autres démences qui sont réversibles. Nous allons surtout nous axer sur les démences réversibles, donc celles qui, avec notre hygiène de vie et tout ce qui entoure, celles sur lesquelles nous pouvons agir. Dernière précision, je sais que le contexte actuel fait que nous nous posons beaucoup de questions sur le Covid, le comment, le pourquoi, la vaccination. Je tiens à préciser que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes sur un sujet où nous allons parler spécifiquement de démence. Donc, que chacun reste dans le sujet, que vos questions soient réellement ciblées sur le sujet de la démence et pas sur le reste. Si toutefois une question est amenée à ne pas être dans le sujet, nous serons donc dans l'obligation de ne pas y répondre. Et en tout ce qui concerne Covid, vaccination et toutes les autres questions qui peuvent être autour, cela fera l'objet d'un sujet autre. Mais surtout, restons dans le cadre de manière à ce que nos échanges puissent être efficaces et permettre à chacun de pouvoir sortir de cet échange grandi et avec beaucoup d'apports pour la vie quotidienne. Est-ce que tout le monde est OK? Si vous êtes OK, faites-moi un coucou que je sache que nous pouvons démarrer. Très bien. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par une prière avec Marie-Jo. Marie-Jo, n'oublie pas d'activer ton micro. Nous allons nous recueillir pour la prière. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous voici en ta présence. Nous implorons ton esprit par l'intermédiaire nous implorons ta présence par l'intermédiaire de ton esprit. Seigneur, tu as créé toutes choses bonnes, mais par notre désobéissance, nous avons tout souillé. Mais maintenant, tu veux que nous soyons en bonne santé. Tu veux que ton peuple, tes enfants, soient vraiment, Seigneur, dans la continuité de faire ta volonté. Père, nous voulons, avec toutes ces crises, avec toutes ces maladies, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner l'importance de faire ta volonté, que nous puissions retourner au naturel que tu nous as donné dès la création. Alors, Seigneur, entends tes enfants, conduis-nous et que chaque intervenant, nous puissions parler pour ta gloire seulement. Conduis-nous et dirige cette réunion. Nous t'avons prié
au nom et par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci Marie-Jo. Alors, nous allons donc continuer notre échange en faisant un petit quiz. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de notre première intervention, nous avions fait quelques questions, nous avions posé des petites questions et je vais donc demander à Yaneli, si elle est avec nous, de pouvoir... Je pense que ni Yaneli ne pourra pas pour l'instant. D'accord, pas pour l'instant. Très bien, ben, nous allons commencer directement. Donc, nous allons passer à un temps d'échange avec les différents intervenants. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir Chegaya Rodin qui va nous parler de l'anatomie des neurones, du système neuronal, comment cela fonctionne. Ensuite, le docteur Zita Rodin qui va nous parler du fonctionnement des neurones, également de tout ce qui est neurotransmetteur. Et dans un troisième temps, le docteur Bernard Angerville qui, lui, va nous parler du syndrome frontal, du lobe frontal précisément. Chegaya, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Très bien. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Préparez d'ores et déjà vos questions. Si vous en avez, vous pouvez nous les transmettre par écrit via le chat, via la conversée. N'hésitez pas et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on voit ton écran, Chegaya. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler de dysfonction du système nerveux, de différentes anomalies. Avant, je voudrais vous présenter le cerveau et son fonctionnement normal, sans altération de ses fonctions. Alors, petit souci dans le passage des diapos, 2 petites minutes. Ok. Alors, nous avons le cerveau, qui est une des structures principales de ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc, le système nerveux central est composé donc, du cerveau et de plusieurs structures qui lui sont adjacentes, donc le tronc cérébral et le cervelet. Avec la moelle épinière, ces structures forment le système nerveux central. Et quel est son rôle? Son rôle va être d'intégrer les informations qui vont nous venir de la périphérie, donc des nerfs, d'interpréter ces signaux et ensuite de pouvoir envoyer la réponse la plus adaptée. Je vais prendre un exemple. Vous allez mettre votre main sur une plaque chaude, les nerfs vont envoyer au cerveau un message en disant « voilà, je suis en train de me brûler ». Le cerveau va enregistrer ça et va pouvoir permettre au corps de répondre en entraînant un mouvement de retrait de la main, par exemple. Donc voilà les deux systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors nous allons nous attarder sur le cerveau. Le cerveau est un organe complexe et qui va réguler beaucoup des fonctions du corps humain. Et souvent, on présente le cerveau sous cette image avec plusieurs petits replis. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a 2 mètres carrés de cortex qui vont devoir tenir dans une toute petite boîte crânienne. Donc, d'où les replis. On va avoir des replis, donc on va appeler des sillons qui sont profonds, qui vont délimiter des lobes cérébraux qui auront des fonctions spécifiques. On a des sillons un petit peu plus superficiels qu'on va aborder plus tard. Donc, le cerveau est composé de 2 hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et il y a une structure qui s'appelle le corps calleux, qui est composé de millions de fibres et qui va permettre en fait le passage d'informations d'un hémisphère à l'autre hémisphère. Chose importante aussi, l'hémisphère droit va contrôler par exemple la partie opposée du corps, donc la partie gauche. Lors d'un mouvement, lorsque je marche par exemple, que je mets en avant ma jambe droite, c'est mon hémisphère gauche qui va envoyer cette information-là. Donc les informations sont des informations qui sont croisées. Et donc on a dans ces 2 hémisphères qui sont interconnectés et interdépendants, on peut avoir un hémisphère qui va avoir un rôle un peu plus important
par rapport à l'autre. Par exemple, l'hémisphère droit va être celui qui va intervenir le plus dans tout ce qui est prise de décision, dans la perception, dans les actions et les émotions. Alors que l'hémisphère gauche va être celui qui va être mis en action dans la communication qu'on appelle communication symbolique. Donc, on a parlé des différents sillons et on a dit que les sillons profonds délimitaient des lobes cérébraux. Et on a 4 lobes qui vont être visibles en surface. Donc, on a le lobe frontal en avant, le lobe occipital en arrière, le lobe temporal et le lobe pariétal, qui ont tous des fonctions particulières qu'on va essayer de voir brièvement maintenant. Alors, le lobe frontal. Le lobe frontal a un rôle principal. Il va avoir un rôle dans l'attention, dans le raisonnement, dans les comportements, et il contient surtout un des centres du langage qu'on appelle aire de Broca. Et en fait, ce centre du langage va permettre de trouver nos mots et de pouvoir nous exprimer. Donc, lobe frontal, planification des mouvements, attention, raisonnement et aussi un des centres du langage. Après, nous avons le lobe temporal, qui est le lobe juste ici en orange sur la photo, et qui va contenir une deuxième aire du langage principal. Et cette aire-là va nous permettre en fait de comprendre et de recevoir les informations. Donc, quand on nous parle et qu'on comprend, qu'on intègre l'information, c'est cette aire-là qui nous permet d'avoir cette capacité. Et ça va avoir aussi un rôle dans l'information et l'enregistrement d'un souvenir. Donc, lorsqu'on a un souvenir, il va y avoir tout un processus qui va nous permettre d'encoder ce souvenir et de permettre que notre cerveau s'en souvienne de manière durable et permettre à ce souvenir d'être stable. Ça, c'est une des fonctions aussi du rôle temporal. Et une fonction principale, ça va nous permettre d'identifier et de reconnaître les différents objets qui nous entourent. Et nous avons, pour terminer, le lobe occipital et le lobe pariétal qui sont en arrière. L'occipital, c'est celui qui est en bleu, et le pariétal en vert. Et le rôle du lobe occipital va être principalement la vision. Et pour le lobe pariétal, nous allons avoir un rôle dans tout ce qui est la perception du corps. Certaines personnes qui ont des troubles dus à différentes lésions cérébrales du lobe pariétal vont avoir un trouble de la perception de leur corps. Il y a une partie de leur corps qu'elles ne vont plus reconnaître due à cette lésion. Il y a un rôle principal aussi dans la sensibilité, donc tout ce qui nous permet de sentir, de toucher. Et il y a un 5e lobe qu'on ne voit pas en surface, qui s'appelle le lobe de l'insula. Et le lobe de l'insula et le système limbique, pour faire court, ce sont deux systèmes qui vont nous permettre de contrôler nos émotions, mais qui vont avoir aussi un rôle dans l'apprentissage. Donc en fait, on voit juste avec ces 5 différents lobes à quel point le cerveau est complexe, à quel point le cerveau va réguler plusieurs fonctions, et surtout à quel point une anomalie de ces systèmes peut en fait entraîner différents troubles et différents symptômes. Et pour finir, je voudrais surtout qu'on mette l'accent sur ça. Le cerveau est un organe qui est très vascularisé. Et tout ce qui va causer des lésions de ces vaisseaux, donc les AVC, les malformations, peuvent en fait détruire certaines de ces régions. Et en détruisant certaines de ces régions, on va avoir également donc, des déficits au niveau du langage, des déficits au niveau de la motricité, la sensibilité, de la mémoire. Et voilà. Donc, pour ma partie. Alors, tout ce cerveau dont elle vous a expliqué le fonctionnement, comment il fonctionne? Donc, nous avons vu qu'ils sont les hémisphères, mais à l'intérieur du cerveau, nous avons des neurones. Alors, ces neurones, ils vont communiquer entre eux de différentes manières. Donc, ils vont communiquer via un influx nerveux ou ils vont communiquer via des neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, ce sont des molécules chimiques que notre organisme va fabriquer pour pouvoir permettre la transmission de messages d'un neurone à l'autre. Et nous allons nous apercevoir que dans certaines démences, puisqu'on parle de la démence, nous allons avoir une altération de ces fonctions de neurotransmission, nous allons avoir une altération de ces cellules et qui auront un impact tout à fait négatif sur notre santé. Donc,
pour pouvoir comprendre, puisque ce thème, il est quand même assez difficile, nous vous avons préparé une petite vidéo que nous allons vous passer. Donc, soyez attentifs à la vidéo. Bonjour. Nous avons la vidéo qui arrive dans quelques minutes. Cette vidéo, en attendant qu'elle arrive, cette vidéo va vous permettre, c'est très schématique, de pouvoir vous apercevoir que transmettre un flux nerveux, eh ben, c'est quelque chose quand même d'assez magnifique, puisque notre corps humain est une machine, un fonctionnement, parce que chaque cellule est interconnectée avec une autre et elle peut communiquer de différentes manières. Donc, on s'aperçoit que les neurotransmetteurs que nous avons, acétylcholine ou autre chose, ce type de neurotransmetteurs, eh bien, ils sont fabriqués par notre organisme de différentes manières. Et on s'aperçoit que notre mode de vie, notre style de vie va favoriser la fabrication ou va impacter la fabrication de ces neurotransmetteurs. Alors, Annie, la vidéo est-elle possible? Alors, attends. Je vais tout de suite te la remettre. Pour le moment, je ne partage pas mon écran. Alors, attendez. Ça prend un peu de temps. J'arrête le partage d'écran et je m'en occupe. Désolée pour le contretemps. Hop. Il ne veut pas. Ah. Hop. Hop. Alors, Lisa. Un petit peu de mal. Donc, hop. Dans une vidéo précédente, est-ce que tout le monde voit mon écran? Le neurone a pour rôle de faire circuler des informations. Non, non, on ne voit pas l'écran pour le moment. Là. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas partager puisque j'enregistre en même temps. Comment circulent les informations? Alors, Annie, nous allons mettre la vidéo. Voilà, il faut que tu la fasses de chez toi parce que sinon, ça va couper l'enregistrement de mon niveau. Ce télescope monoculaire de 47 € conquiert le monde entier. Il vous permet de tout voir à des kilomètres de distance et de prendre des... circuler des informations. C'est ça. Ok. Alors, nous allons partager l'écran. Annie, nous avons retrouvé la... Ok, très bien. Sinon, j'arrête mon enregistrement et je démarre. Ok. Alors, dites-moi si vous voyez l'écran. Oui, on voit ton écran. C'est bon? Ok. C'est bon. Il y a deux fonctions pour cela, traiter et transmettre un peu plus dans les détails. Comment circulent les informations dans le neurone? Pour cela, examinons le neurone d'un peu plus près. Au départ, le neurone va recevoir des informations au niveau des ganglions. Tu as vu, il ressemble à des arbres. N'attends pas. Le corps cellulaire va en faire une synthèse. L'axone va ensuite le conduire sous forme électrique. Elle est recouverte d'une gaine appelée myéline qui va accélérer le message. Au bout de ce chemin, les synapses vont servir de communication avec les autres neurones. Les informations électriques sont converties en informations chimiques qui vont se diriger vers les dendrites des autres neurones. La
transmission de l'information se fait donc de façon électrique, mais aussi chimique. Essayons de récapituler tout ce que nous venons de dire. Il y a 4 grandes étapes à comprendre. Lorsque les informations arrivent, le communiquer à notre neurone. Dans le cerveau, l'axone peut être très long et peut atteindre 10 cm. Imagine sur ta tête la vitesse de l'information dans la tête. C'est grâce à la myéline, qui est une couche blanche qui est autour de l'axone, qui va accélérer l'information. Vous avez ce qu'on appelle la matière grise et la matière blanche dans un cerveau. Mais tout cela, nous en parlerons une prochaine fois. Avant, testons. Je vais te poser 3 questions. Tout d'abord, les informations dans le neurone circulent de façon A, chimique, B, électrique. Alors, vous avez pu, par cette simple vidéo, vous apercevoir de la complexité du fonctionnement des neurones de notre cerveau et aussi de l'action admirable de ce neurone. Nous allons laisser la place à Dr Angerville Bernard pour sa présentation. Très bien, très très bien. Merci, merci encore à tous. Merci pour l'organisation encore de toute l'équipe, hein, parce qu'on est à plusieurs à travailler un petit peu en concert sur ces thématiques. On a voulu un petit peu axer les choses aujourd'hui avec vous sur la question des démences, en commençant à définir bien évidemment la question de la machinerie neuronale sous-jacente, parce qu'il faut comprendre que le comportement humain et l'esprit humain s'appuient sur un certain nombre sur la matière. Et comprendre un peu de l'aspect moléculaire jusqu'à l'aspect comportemental est quelque chose qui est essentiel. Et quand on s'intéresse à la question de la démence, on s'intéresse aussi à la souffrance neuronale qui en découle. Et bien évidemment, là, l'idée pour nous, c'est de pouvoir aborder maintenant l'aspect comportemental qui va découler au final des altérations qui ont été mises en évidence, qui ont été présentées en tout cas initialement. Donc, je vais tout de suite partager avec vous la présentation pour que nous puissions justement s'intéresser à un aspect spécifique, notamment de type d'altération, type de démence, parce qu'il y en a énormément, il y a différents types de démence, et notamment autour de la question du syndrome frontal. D'accord, donc l'idée pour nous, c'était d'aborder cette thématique parce qu'on réalise que plus le temps avance et plus un certain nombre de pathologies émergent, et notamment les démences qui ont un impact extrêmement important en termes de coût sociétal et aussi en termes de répercussions sur l'autonomie des individus et des patients. Et donc, on a voulu faire une emphase là-dessus avec vous pour voir un peu quelles sont les marges que nous avons pour anticiper, pour prévenir, pour essayer de freiner l'évolution de ce type de pathologie, parce que la science évolue, le niveau de connaissance évolue, et l'idée pour nous, c'est de vous présenter au maximum l'actualisation des connaissances sur ce domaine, en vous donnant des pistes aussi de réflexion, parce que bien évidemment, nous n'avons pas les réponses, nous ne sommes pas exhaustifs dans tout ce que nous pouvons proposer, mais vous donner le maximum de pistes, de réflexion aussi, pour vous laisser le choix. Hein, l'idée, ce n'est pas non plus, c'est de vous donner le maximum de connaissances pour que vous puissiez vous positionner. Alors, juste un petit point pour rappeler un petit peu, quand on parle de démence, on parle de quoi ? Parce qu'il est important de pouvoir poser les choses, parce que certains disent, des fois, c'est rentrer dans la vulgarisation de la langue française quand on dit est-ce que tu étais complètement dément ou quoi. Bon, hein, et même dans le langage un petit peu courant, on parle des démences, et les démences, c'était plutôt les gars qui sont dans la rue. Bon, donc il est temps de pouvoir définir un peu, quand on parle de démence, avant de rentrer dans spécifiquement le syndrome frontal, qui est un type d'atteinte qui peut donner des démences. Alors, pour rappeler que la démence, c'est quelque chose qui est chronique et évolutif, d'accord, avec essentiellement, marqué par ce qu'on appelle des altérations des cognitions. Les cognitions, c'est ce qu'on disait, c'est les outils qui nous permettent d'interagir avec le monde. Nous avons bien évidemment les neurones, le cerveau, mais chacun va interpréter le monde en fonction de son expérience et de ses interactions avec le monde qui nous entoure. Et c'est pour
interpréter le monde, il nous faut des cognitions. Il nous faut pouvoir emmagasiner l'information, il faut pouvoir avoir de la mémoire, il nous faut pouvoir être en capacité de répondre émotionnellement, de pouvoir s'organiser dans le temps, s'organiser dans l'espace également. Et du coup, la démence va venir altérer tous ces paramètres-là. Et sur le plan clinique, justement, ça va se manifester par des altérations, comme je marquais, de la mémoire, du raisonnement, de l'orientation, de la compréhension aussi, hein, difficulté à calculer, difficulté d'apprendre, et même de parler, on va parler dans le syndrome frontal tout à l'heure, et de juger des situations. Et comme je disais, les démences constituent un handicap majeur et malheureusement, nos personnes âgées, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, vont devenir de plus en plus dépendantes du monde qui nous entoure, notamment des familles, et du coup, ça devient une difficulté majeure pour les soignants et les familles qui doivent être présentes et qui doivent être le plus étayante possible. Alors, s'il faut décrire rapidement un petit peu l'évolution naturelle de la maladie, bien évidemment, il y a un stade initial quand on parle de démence, c'est essentiellement un début insidieux. On ne sait jamais vraiment au début est-ce que la démence est en train de s'installer. On a certains signes d'alerte, mais on a du mal à pouvoir mettre le doigt dessus. En gros, ça se manifeste comment? C'est laisser avoir tendance à oublier. Hein, des fois, on a des petites pertes de mémoire comme ça. Aussi, perdre la conscience du temps. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus à quel moment on est. Se perdre aussi dans les endroits familiers. Ça, c'est des premiers signes d'alerte qui peuvent montrer et justement nous orienter sur une entrée en démence. Après, on a un deuxième stade, il y a 3 stades. Un stade intermédiaire où justement, là, on rentre dans le cœur de la maladie, où là, on commence à oublier des événements récents, le nom des gens, se perdre dans sa propre maison, avoir des difficultés à communiquer avec son entourage, et même des fois devoir dépendre sur le plan de l'autonomie au quotidien et avoir besoin de l'aide pour l'hygiène personnelle. Et aussi, c'est une phase où les changements de comportement peuvent s'introduire, notamment ce qu'on appelle le fait de errer un petit peu sans but et de répéter les mêmes questions ou les mêmes comportements également. Et la dernière phase justement de ce trouble qui évolue progressivement, c'est des symptômes, voilà, comme je vous disais, de perdre conscience du temps et du lieu complètement, avoir des difficultés à reconnaître les gens qui nous entourent. On ne sait plus qui est qui, et nécessité d'une aide accrue pour les gestes du quotidien. Hein, et même la marche peut être affectée par ces moments-là, avec des changements de comportement qui peuvent aller jusqu'à l'agression. Et là, c'est très déstabilisant pour l'entourage parce qu'on ne reconnaît plus du tout nos proches. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types de démences qui vont être liées en fonction de l'atteinte. Vous avez vu que chez Gaïa nous a bien expliqué l'anatomie, la neuroanatomie de base, justement pour comprendre un peu l'organisation du cerveau et de l'encéphale, essentiellement. Et on remarque qu'il y a différentes formes de démence en fonction de la zone du cerveau qui est touchée. Okay, certains syndromes, et je vais vous en présenter un à la fin qui caractérise bien le syndrome frontal, peut s'expliquer par différents mécanismes. Mais ce qu'il faut retenir, parce que souvent on se dit, mais d'où vient la démence? Pourquoi on devient dément? Il y a différentes étiologies. Et je pense que le témoignage de tout à l'heure va évoquer une des étiologies pour nous permettre d'étayer un peu notre compréhension de ces atteintes, parce qu'on est très déstabilisé, on se dit, mais ça vient d'où? Pourquoi ça arrive? Et on est un petit peu pris de court. L'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, la machinerie cérébrale peut s'épuiser avec le temps. En fonction des vulnérabilités, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Hein, en fonction de la vulnérabilité de l'individu, au final, la machinerie cellulaire va s'épuiser avec le temps et va dégénérer. On parle de neurodégénération. Et cette neurodégénération va s'expliquer par différents facteurs, l'épuisement cellulaire, par aussi, est-ce que c'est un cerveau qui a été énormément sollicité ou très peu sollicité? L'alimentation va jouer là-dedans aussi, on va en parler tout à l'heure. Bien évidemment aussi les agressions cérébrales. Et quand je parle d'agression cérébrale, ça peut être les infections cérébrales, mais ça peut être aussi les événements de vie traumatiques, les dépressions à répétition, l'usage de certains médicaments aussi, qui peuvent accélérer ou justement entraîner une neurodégénération. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour justement expliquer pourquoi certains développent des démences et d'autres moins. D'accord? Donc, voilà, c'est un petit peu pour revenir avec vous, pour remettre vraiment le sens pour comment débutent les démences. Oui, il y a une question, Annie? Oui, juste une petite précision. Quelqu'un demande sur le chat, c'est juste pour que tu puisses remettre les choses,
tout de suite. La personne demande qu'est-ce que signifie le mot akinétique. Akinétique, c'est le fait qu'on a une diminution des mouvements. Ah oui, je n'ai même pas fait attention qu'il y a des trucs qui traînent comme ça, désolé. C'est en fait des diminutions des mouvements. Donc, c'est les gens qui vont, malheureusement, qui vont avoir une réduction complètement sur le plan moteur et qui ont du mal à faire les gestes de la vie de tous les jours. D'accord? Une forme de réduction. Merci. Oui. Vous faites bien de m'alerter parce que c'est bien de temps en temps que… Certes, on est dans une présentation de vulgarisation, mais c'est important de nous le rappeler, nous, professionnels de santé, de redescendre un peu. Alors, donc pour rappeler un petit peu la notion du syndrome frontal qu'on a voulu aborder avec vous, qui est une type d'atteinte qui est assez méconnue, mais qu'on rencontre de plus en plus. Alors, comment ça va se manifester justement le syndrome frontal? Ça va toucher différents aspects de la vie de tous les jours et de la sphère psychique. D'accord? Alors, c'est comme par hasard, excusez-moi, je vais refuser ça, c'est mon bip qui sonne. Alors, les troubles de l'humeur, généralement, le syndrome frontal va se manifester par des troubles de l'humeur. Généralement, parce que des fois, les gens vont commencer des fois par des présentations un petit peu atypiques. Et nous, on les voit des fois en psychiatrie. C'est des gens qui vont arriver sous une forme de dépression bizarre, alors qui miment une dépression avec… alors, donnez-moi juste une seconde, je suis vraiment… Je vais donc reprendre le relais en attendant. Donc, je dis déjà la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Vous êtes près de 80 personnes à nous rejoindre. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre participation. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de mettre des questions sur le chat de manière à ce que nos intervenants puissent y répondre. Donc, n'hésitez pas à les diffuser. Nous allons les transmettre de manière à ce que nous puissions y répondre rapidement. Très bien. Voilà. C'est bon pour toi, Bernard? C'est bon, c'est OK, désolé. Okay. Je m'excuse, je suis malheureusement en même temps sur l'hôpital. Alors, donc l'idée pour nous, comme je vous disais, c'est donc les troubles du comportement et les troubles de l'humeur qui vont se manifester avec des comportements aussi, comme on disait, puérils. Ça veut dire quoi, puéril? C'est qu'une forme de régression qu'on peut observer chez ces personnes qui vont avoir une forme de désinhibition. C'est qu'en gros, ils vont se permettre des choses qu'ils ne faisaient pas ou qu'ils ne feraient pas en temps normal. D'accord? En plus, avec des idées de mégalomaniaque, c'est quoi mégalomaniaque? C'est qu'en gros, ils se prennent pour les rois du monde et ont tendance à pouvoir prendre plus de risques, à faire un petit peu n'importe quoi. Et ces patients-là peuvent être même euphoriques, avec tendance à faire des jeux de mots. On sent qu'ils ne prennent plus trop les choses au sérieux, une forme de désinhibition. Et en fait, en gros, généralement, c'est des gens qui n'arrivent plus à pouvoir produire quelque chose de concret. D'accord? Donc, ils sont incapables d'arriver à quelque chose de productif. Et des fois, ça peut s'accompagner par justement des modifications du comportement alimentaire et même aussi des modifications du comportement sur le plan sexuel. Et du coup, on observe aussi des troubles du comportement sur le plan moteur où c'est des gens qui vont avoir des persévérations, c'est-à-dire qu'ils vont répéter bizarrement des comportements ou avoir des propos qu'ils vont répéter de manière régulière comme ça, même si c'est des fois par vague. Mais on observe ce qu'on appelle ces persévérations, c'est le fait qu'ils vont répéter des comportements spécifiques. Ils vont aussi avoir des comportements d'utilisation, d'imitation. Ça veut dire que, par exemple, si vous leur tendez le téléphone, ils vont le prendre sans demander pourquoi. Ils vont simplement le prendre. Dès qu'on met quelque chose dans leur champ visuel ou en contact de la main, ils vont prendre l'objet. Quand on les examine, c'est un signe qu'on explore régulièrement. Et autre type de comportement, c'est généralement, par exemple, ils vont aller imiter les gestes de l'individu en face. Par exemple, si vous tapez des mains, ils vont se mettre à taper des mains devant vous. Aussi, vous frottez la tête, ils vont se frotter la tête. D'accord? C'est ce qu'on observe dans ce genre de syndrome. Et bien évidemment, ces comportements-là vont faire qu'ils auront de plus en plus de mal de pouvoir être autonomes à l'extérieur et à la maison. Autre élément qui vont se rajouter, on parlait de troubles cognitifs tout à l'heure, c'est aussi bien évidemment ces signes qu'on va retrouver avec des troubles de l'attention. On va retrouver, comme je vous disais, une forme de distractibilité où c'est des gens qui ont du mal à tenir une conversation ou à tenir pendant je ne sais pas, par exemple à l'église ou parce que la moindre chose qui se passe, ils ont du mal à se concentrer dessus, ils sont vite aspirés et par tout l'environnement. Donc, forcément, on va observer également aussi, comme beaucoup de démences, des troubles de la mémoire, des troubles du langage aussi, troubles des perceptions.
avec aussi des modifications du jugement. C'est des gens qui n'arrivent plus à savoir vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à pouvoir trancher entre ce qui est logique et ce qui est illogique, et ils ont du mal à pouvoir raisonner dans ces moments-là. Donc, ces patients-là, il faut pouvoir déceler ces troubles parce qu'au début, on a juste l'impression que c'est un manque d'attention ou on banalise les choses, mais il est nécessaire de pouvoir pousser certains tests qui sont à la disposition maintenant en termes d'arsenal d'évaluation diagnostique, les tests cognitifs qu'on utilise maintenant en pratique courante. D'accord? Alors, quand on parle de syndrome frontal, un syndrome, c'est un recueil de plusieurs symptômes. D'accord? En gros, quand on parle de syndrome, on a plusieurs symptômes qui nous permettent de constituer un ensemble logique d'atteinte. Et en gros, c'est que là, on sait que l'atteinte frontale donne ce tableau-là. Maintenant, comme je disais, il y a différentes causes qui peuvent se retrouver, qui peuvent expliquer ce genre de syndrome, et notamment la démence frontotemporale, qui est un type de démence, qui est la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. On n'a pas forcément parlé avec vous de maladie d'Alzheimer, qui est une forme de démence aussi, mais c'est cette forme de démence qui, justement, symbolise très bien le syndrome frontal. Donc, vous allez forcément retrouver ce type d'atteinte. Mais en gros, ce qu'on peut retenir quand même, c'est une atteinte qui est de plus en plus fréquente en France aussi, avec quasiment 6 000 à 10 000 personnes qui seraient atteintes de ce syndrome. Donc, les symptômes commencent généralement tôt. Et c'est là où c'est un petit peu inquiétant. Vous voyez que c'est un syndrome, le syndrome frontotemporal qui regroupe le syndrome frontal, j'ai essayé d'être le plus clair possible, qui commence entre 50 et 65 ans. Donc, vous voyez que c'est un âge où la retraite arrive et justement, un changement de vie. Donc, souvent, on a du mal à le diagnostiquer parce que ça arrive avec, comme je vous disais, pas mal de comportements, de symptômes qu'on peut retrouver dans des dépressions, dans des choses comme ça. Donc, en tout cas, ce symptôme et ce syndrome frontal se manifestent amplement dans ce type de démence, avec les symptômes que je décris précédemment, mais qu'on retrouve de manière précise, avec ce qu'on appelle une apathie, c'est le fait que on n'a plus trop envie de faire les choses, on a du mal à initier, on perd de l'intérêt pour les activités habituelles. Souvent, l'exemple que je prends, c'est les gens qui regardent les 12 coups de midi tous les jours et qui n'ont plus envie de regarder parce que Jean-Luc Reichmann ne plaît plus. Ou des gens qui aient plaisir de pouvoir aller à l'église ou de pouvoir chanter, qui n'arrivent plus à le faire, qui n'ont plus envie, n'ont plus d'intérêt. Là, il faut pouvoir être alerté et se poser ces questions. Donc, voilà, les troubles du comportement, souvent, c'est ce qu'on retrouve, des modifications du comportement, une forme de désinhibition, d'irritabilité qu'on retrouve souvent, avec aussi des modifications du comportement alimentaire. D'accord? Sur le plan émotionnel, bien évidemment, il y a des atteintes qu'on peut retrouver avec cette instabilité, un émoussement des affects, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont plus réagir de la même façon par rapport aux événements. Par exemple, c'est des gens qui vont, alors qu'on est censé être triste, être complètement froid à la situation. Et des fois, une émotivité qui est inappropriée, c'est-à-dire qu'ils vont être complètement euphoriques dans des situations qui nécessitent un calme. Et aussi les éléments, alors vous voyez que ça reprend les éléments du syndrome frontal, cette démence frontotemporale, comme son nom l'indique. C'est des comportements répétitifs, c'est ce que je vous disais, ça a des persévérations, avec des stéréotypies, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont répéter le même type de comportement. Et le dernier élément qui est l'élément le plus difficile, c'est les troubles du langage. C'est des gens qui vont réduire leur niveau de communication, parce que par la perte du mot, par les atteintes de différentes aires, et qui forcément, ça va se manifester par des difficultés de concentration, d'attention et de raisonnement. Donc, c'est un type d'atteinte spécifique où on rencontre justement le syndrome frontal, avec une évolution dans le temps, qui évolue. Au début, on a les troubles du comportement, plus ou moins on fait le diagnostic. Après, quelques années après, on a les troubles cognitifs qui se majorent, après une perte d'indépendance et après un encadrement à domicile et éventuellement vers un décès parce que souvent, si ce n'est pas pris en charge, bien évidemment, malheureusement, c'est des choses qui vont atteindre l'autonomie et le patient va malheureusement devenir grabataire et arriver peut-être à un décès. Alors maintenant, en termes de prise en charge, c'est là que je voulais vraiment accentuer avec vous les choses parce que la prise en charge est pluridisciplinaire. Parce que comme je vous disais, les origines de la démence sont multiples. Et comme toute chose dans le corps humain, il y a besoin d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un équilibre psychique, un équilibre aussi sur la qualité de vie qu'on a, les habitudes de vie. Et quand on parle d'habitudes de vie, on parle forcément alimentation, sommeil,
sport, stimulation aussi cérébrale sur le plan intellectuel aussi. Et c'est tous ces aspects-là, en fait, qui vont nous permettre de prendre en charge, les individus justement qui vont expérimenter ce genre de pathologie. L'idée est d'être le plus transversal possible. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de démences aussi viennent de certaines habitudes, notamment au niveau sur le plan carentiel. Quand on parle de carence, on parle de carence alimentaire sur le plan vitaminique, qui peuvent aussi malheureusement aggraver ou précipiter la neurodégénérescence. Donc, l'idée est pour nous de pouvoir aussi être le plus transversal et s'adapter au profil du patient parce que il existe certes des cadres diagnostiques qui sont bien précis où on peut dire en effet il y a un syndrome frontal. Maintenant, chaque patient est différent et chaque individu est différent et va exprimer ce trouble sous différentes formes. Et l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à l'individu pour identifier sur quel axe il faudrait plutôt axer. Certaines personnes présentent des troubles psychiatriques qui vont initier la pathologie, il faut prendre en charge ces troubles psychiatriques. D'autres vont présenter plutôt des troubles de la cognition, il faut prendre en charge, par exemple, les troubles cognitifs, c'est-à-dire faire de la rééducation de la mémoire. Mais aussi, certaines vont présenter des carences sur le plan alimentaire et vitaminique, et il est extrêmement important de pouvoir cibler les choses. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de traitement qui a ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire que voilà, des traitements où on peut dire, voilà, je prends tel médicament et je ne suis plus dément. Non, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais le consensus des experts veut, chez les derniers papiers que j'ai retrouvés hier soir, montrer très bien qu'il fallait une prise en charge pluridisciplinaire à tous les niveaux. Hein. On ne pouvait pas négliger un aspect par rapport à un autre parce que, comme je vous ai expliqué en préambule, la démence a différentes étiologies et qui peuvent se combiner malheureusement pour aggraver les choses. Donc voilà, je vous ai vraiment entouré pour vraiment réaliser que la prise en charge nutritionnelle doit être au centre même de la prise en charge également. Et parce que dites-vous que l'idée, c'est aussi de prévenir. On est dans ce qu'on organise avec vous aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir vous informer, mais aussi prévenir. Se dire que tout se joue maintenant. J'ai envie de vous dire que c'est extrêmement important d'avoir une hygiène de vie psychique, bien évidemment, mais qui soit neuroprotective parce que l'idée, c'est de pouvoir empêcher justement les attaques sur le tissu cérébral et justement pour pouvoir prévenir les neurodégénérescences de type syndrome frontal et autres. Donc voilà, maintenant on est à votre disposition, je pense, pour la suite aussi du programme. Annie, je te laisse reprendre la main. Merci de votre attention. Merci Bernard pour ton intervention. Alors, comme tu es d'astreinte, on va essayer d'être très compact et tout. Alors, il y a des questions qui sont arrivées, notamment de Lucette qui demande est-ce que tous ces symptômes ressemblent à d'autres maladies telles que l'Alzheimer ou des problèmes de thyroïde? Il y a Claude également qui nous demande, est-ce qu'il y a justement un lien entre la démence et la maladie d'Alzheimer? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Exactement. En fait, la maladie d'Alzheimer, après Lisa, tu peux aussi, si Lisa peut y répondre aussi, la maladie d'Alzheimer est un type de démence. Il existe, on va dire, 4 grands types de démence. Alors, quand on parle de démence, c'est vraiment la maladie de la démence, parce que le syndrome frontal, comme je disais, c'est un syndrome qui est présent dans la démence. Et quand on parle de démence, il y a 4 grands types. Il y a la maladie d'Alzheimer qui est une des premières causes de démence. Après, on a ce qu'on appelle les démences d'origine vasculaire, où on a en gros les gens qui présentent des pathologies cardiovasculaires qui vont avoir malheureusement une diminution, et comme chez Gaïa exprimé dans la vascularisation du tissu cérébral, vont avoir une altération au niveau justement du sang qui arrive au niveau du cerveau. Et forcément, quand le sang n'arrive pas au niveau du cerveau, le tissu est en souffrance et le tissu dégénère. D'accord? Et l'autre type que j'évoquais, c'est les démences frontotemporales, hein, qu'on rencontre aussi, qui constituent une autre cause. Et la dernière cause, je ne sais plus, c'est démence carentielle ou je ne sais plus trop. Mais en tout cas, la maladie d'Alzheimer constitue une des premières causes de démence. D'accord? C'est un autre type de processus, c'est un autre type d'atteinte. Généralement, la maladie d'Alzheimer, c'est essentiellement les atteintes de la mémoire. Okay? C'est essentiellement un autre type de zone qui est impliquée. Si vous voulez le retenir, c'est bien, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone qui est bien connue, qui est impliquée dans les processus de mémoire. Maintenant, Lisa, je ne sais pas si tu peux apporter des éléments de précision. En effet, ce que Bernard dit est intéressant parce qu'on a plusieurs types de démence qui peuvent être dues à des causes différentes. On a des démences qui peuvent être dues à des causes dues à une hypothyroïdie.
On a des démences qui peuvent être dues à des causes tumorales, tumeurs au niveau cérébral, des démences qui peuvent être dues à un hématome. Lorsque vous avez un accident et que vous avez au niveau de votre cerveau un saignement, ça va créer un hématome, ça va favoriser l'apparition d'une démence. Vous avez aussi les lésions vasculaires dont Bernard vous parlait, parce que tout ce qui est une hypoperfusion du cerveau peut générer ce type de démence. Donc, vous avez des démences dont Bernard vous a parlé, des démences qui vont atteindre le neurone, et vous avez des démences qui seront réversibles, des démences notamment métaboliques, carentielles, qui peuvent être réversibles. Donc, carence en vitamine B12 notamment, voilà. B9. Donc, nous allons traiter ce sujet aussi par la suite. Donc, voilà, nous allons faire brièvement quelques questions parce que Bernard est d'Astreinte en même temps, et nous laissons la main à Annie qui va Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des adultes en fait, hein, principalement. Maintenant, nous ne sommes pas sans oublier que nous sommes entourés d'enfants. Certains d'entre nous ont des enfants. Et je vais laisser la parole à Sarah qui va nous faire une petite présentation justement sur le développement du cerveau des enfants, parce que les démences peuvent aussi atteindre les enfants. Et vous le connaissez, on en avait parlé un petit peu. Sarah, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, alors je vais juste... Je te laisse la main. Merci. Je vais juste partager mon écran du coup. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, très bien. Alors effectivement, on va parler un petit peu du cerveau des enfants, parce que un cerveau, le cerveau de l'enfant, alors attendez, je suis désolée, mais ça me perturbe, donc je vois une grosse faute d'orthographe. Bon, c'est pas grave. Je disais donc, le cerveau de l'enfant, en fait, c'est vraiment important de commencer à le développer dès le départ, et à chercher dès le départ à permettre à l'enfant de développer son potentiel pour avoir de bonnes habitudes ensuite quand il atteindra l'âge adulte. Donc, attendez, voilà. Donc, quand on parle du développement du cerveau chez l'enfant, il faut se dire qu'on bâtit une maison. C'est-à-dire que quand on pense une maison, on pense aux murs porteurs, et ensuite, on a toutes les parties, on délimite les espaces. Là, ce sera la chambre, là, ce sera le salon, voilà. On a quand même ces murs porteurs qui sont très importants. Alors, chez l'enfant, le cerveau commence à se développer à la 3e semaine de conception. Donc, c'est vraiment très tôt. C'est vraiment, avec le cœur, c'est le cerveau c'est les deux éléments qui se développent très rapidement. Donc, c'est vraiment très, très important d'y penser tout de suite. Il faut savoir aussi qu'à la naissance, il y a 15 fois plus de cellules dans le cerveau d'un enfant que de personnes sur la Terre. Donc, voilà. Et ensuite, quand l'enfant naît, à part la partie du cerveau qui est responsable de la fonction vitale, la plupart des neurones ne sont pas connectés. Donc, c'est au fur et à mesure, donc dès la naissance, qu'on va permettre à l'enfant de connecter toutes ces neurones, et donc d'avoir ce qu'il faut pour que le cerveau fonctionne bien. Donc, il y a ces 4 murs à construire, qui sont le cognitif, l'émotif, le physique et le social. Bien évidemment, on ne vit pas dans une maison vide, donc on va la meubler, et vous verrez au fur et à mesure quel est si vous voulez, les murs qui permettent de délimiter tous ces espaces et de meubler votre maison. Bien évidemment, une maison avec des murs porteurs pas solides, la maison n'est pas stable. Donc voilà. On va donc passer. Hop. Voilà. Donc, le cognitif, tout d'abord. Donc, dès la naissance, il faut développer le langage. C'est-à-dire qu'on utilise des mots simples. On a tendance toujours à utiliser des onomatopées, et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on fait sans trop le vouloir, mais il faudrait éviter. C'est-à-dire que
Par exemple, dire à un enfant « Oh, tu t'es fait bobo ». Non, dites-lui « Tu t'es fait mal ?» Est-ce que tu t'es fait mal? Ou les onomatopées qu'on utilise pour désigner les enfants. Donc, pas les enfants, les animaux. On dit le coin-coin, le waf-waf. Non, un chien, un canard. Voilà, on utilise des mots pour parler aux enfants. Plus il apprend des mots, et plus il aura des mots pour s'exprimer quand il en aura besoin. Parce que parler, c'est vraiment à la base de tout. Ça lui permet d'appréhender au mieux son environnement ou un changement dans son environnement. Ça permet de calmer son stress. Quand vous avez un enfant qui est stressé, qui est en colère, qui ne sait pas trop, dès petit, on voit il y a des enfants qui pleurent beaucoup. Souvent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont un peu perdus. Leur parler permet de les calmer et de les aider à gérer leur angoisse. Et aussi, ça permet de montrer à l'enfant que déjà, ça lui permet de se rendre compte qu'on est à son écoute, mais même quand on n'est pas disponible, tout de suite, il peut se rendre compte qu'on a entendu qu'il avait un besoin, qu'on n'est peut-être pas prêt à y répondre tout de suite, mais qu'en tout cas, on l'a entendu et qu'il est entendu. Et donc, un enfant à qui on parle, qu'on écoute, est un enfant qui se sent en sécurité. La sécurité n'est pas que... c'est ça, là, on parle de sécurité affective. Quand l'enfant grandit, il demande, ça c'est une question qui revient tout le temps, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 20 fois, c'est quoi ça? Tout le temps par la même chose. C'est important de lui répondre. Même si ça fait 20 fois, il faut lui répondre. Souvent, à cet âge-là, l'enfant cherche à savoir si vous êtes fiable, si vous lui répondez tout le temps la même chose, si ce que vous lui avez dit est vrai. C'est-à-dire que s'il vous demande 20 fois si est-ce que c'est un escargot, oui, 20 fois, c'est pour être sûr. Il a besoin de se rendre compte que vous êtes toujours constant dans ce que vous dites. Ça lui permet, donc là, en fait, on est toujours dans cette histoire de confiance, sécurité. Voilà, si vous ne savez pas quelque chose, dites-le lui. Un adulte n'est pas censé tout savoir. On n'est pas, on n'est pas les grands sachants du tout. On apprend comme l'enfant au fur et à mesure. Et donc, en fait, on peut éveiller sa curiosité en allant chercher la réponse avec lui, en allant chercher la réponse nous-mêmes après, en lui disant, bon, ben, je ne sais pas, je vais chercher et je te dirai après. Et surtout, si vous lui dites que vous lui répondrez plus tard, répondez-lui. Ça lui permettra d'avoir des connaissances en plus. Donc, voilà. Et donc, on est toujours sur de la sécurité affective. Crédibilité, confiance, sécurité. C'est très, très important. Ensuite, on peut développer la mémoire de l'enfant. Déjà, de lui-même, il fait beaucoup travailler sa mémoire. Un enfant va vous dire « Ah oui », des fois, vous vous rendez compte que des fois, il va vous parler de choses qui s'est passées il y a 3 jours. Il va vous dire « Ouais, hier, j'ai fait ça ». Remettez-le dans son cadre et dites « C'était pas hier, c'était il y a 3 jours ». Ça lui permet d'avoir un meilleur... de se rendre compte mieux de l'espace-temps. Ensuite, vous pouvez développer sa mémoire avec des jeux simples. Un dessin sur ce qu'il a fait de sa journée, ça c'est très... Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont du mal à savoir ce que leurs enfants ont fait à l'école. Faites un dessin, pour ceux qui savent écrire, un petit mot. Voilà. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour développer sa mémoire. Aussi faire travailler, alors là, ça rentre dans plusieurs cadres, mais faire travailler l'enfant sur des mots qu'il connaît ou des mots qu'il ne connaît pas, en le faisant épeler des mots. Par exemple, vous êtes dehors dans les transports, c'est long, plutôt que lui donner le téléphone parce que c'est un peu long, vous pouvez lui dire, bon ben, tiens, regarde, là, il y a une affiche. Comment on épelle le mot affiche? Et l'enfant, en fait, va réfléchir, va chercher dans sa mémoire, va faire travailler son cerveau pour savoir est-ce que déjà c'est un mot qu'il connaît, est-ce qu'il arrive à lui-même l'épeler parce qu'il connaît le mot, ou s'il ne le connaît pas, est-ce qu'il arrive à faire travailler sa logique pour épeler le mot, ou en tout cas essayer de l'épeler par lui-même. On peut aussi trouver sur Internet des boîtes de jeux qui s'appellent Brainbox.
Ce sont des jeux en fait, où il y a des cartes à retenir. Alors, vous avez un petit sablier. Le sablier doit faire 30 secondes, peut-être entre 10 et 30 secondes. Vous donnez une carte à l'enfant. L'enfant doit retenir tout ce qu'il y a sur la carte. Ça peut se jouer en famille, hein, donc ça peut être l'enfant, vous. En tout cas, il doit retenir tout ce qu'il y a sur la carte. Une fois que le sablier est terminé, quelqu'un récupère la carte. Lui, l'enfant lance le dé. Et en fonction du numéro qu'il y a sur le dé, vous posez une des questions. Par exemple, ça peut être que tient l'enfant dans sa main. Lui n'a plus accès à cette carte, mais il doit faire travailler sa mémoire et se rendre compte d'ailleurs qu'il a une mémoire, qu'il a retenu des choses et ressortir la réponse. Ça, c'est un jeu qui peut être fait en famille. Il y en a sur la salle de bain, l'alphabet, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça peut être très intéressant à faire en famille. Aussi, pour les longs trajets, quand on part en vacances, on a de plus en plus tendance à mettre des dessins animés aux enfants. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais peut-être pour l'aider aussi à s'exprimer un peu plus et à faire un peu plus travailler son cerveau et en même temps à le permettre d'acquérir un peu plus de connaissances, lui mettre des documentaires animaliers ou historiques et ensuite lui faire parler sur ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il a découvert, lui faire exprimer ses émotions sur ce qu'il a vu, s'il a eu peur ou si ça l'a inquiété en fonction de la situation. Donc voilà, là on part sur vraiment lui permettre d'exprimer ses émotions, c'est important. Et en fait, dans toutes ces démarches-là, vous parlez à l'enfant, vous l'écoutez, il vous écoute, et encore une fois, ça permet à l'enfant de se sentir en sécurité. Donc encore, on rajoute des pièces à sa maison. Donc là, on démarre du coup sur les motifs. Tout ce qui était avant le cognitif permet d'arriver à cette partie d'émotion. Et l'enfant, on doit l'aider à apprendre, à comprendre et à gérer ses émotions par la parole, par un dessin, par l'écriture. Dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui... un bébé est très sur l'émotif. Il n'est pas bien, il va exprimer une émotion pour te dire qu'il n'est pas bien, il ne parle pas. Donc, toi, en tant qu'adulte, tu dois lui parler et lui dire, voilà, là, j'ai bien compris que tu avais faim. Je me rends bien compte, je vais préparer ton biberon et tu vas pouvoir manger, tu seras mieux. La parole. Et là, en fait, on arrive à montrer à l'enfant que son émotion a été comprise, qu'on va l'aider à la gérer au mieux. Et lui, après, en grandissant, il va aussi apprendre à exprimer son émotion et il arrivera mieux à la gérer. En grandissant, on peut utiliser ce qu'on appelle la météo des émotions ou des cartes à émotions. Ce sont des petites cartes qu'on trouve sur Internet où, par exemple, il va y avoir une carte pour dire que pour la tristesse, une carte pour la joie, une carte pour la colère. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il peut y en avoir à peu près une vingtaine, je pense. Et en fait, un enfant qui a du mal à exprimer son émotion, qui ne sait pas en fait comment dire qu'il est en colère ou qu'il est inquiet ou qu'il a honte, on peut utiliser les cartes à émotions ou la météo des émotions pour qu'il puisse exprimer son émotion et pour qu'on puisse le comprendre. On peut aussi utiliser des livres. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un enfant qui est très émotif ou qui a du mal à gérer ses émotions pour avoir des livres qui parlent de l'émotion chez soi. C'est vraiment des livres, moi j'en ai plus parce que je les ai donnés en partie, mais c'est des livres qui sont très intéressants. Alors, il y a Timothée et les émotions. Ce sont des livres, là je vous donne des livres que moi j'ai achetés et j'ai lus. Hein. Il y en a plein d'autres. Donc, on a Timothée et les émotions, La couleur des émotions, Le loup qui a apprivoisé ses émotions et les émotions de Gaston. Alors, les émotions de Gaston, il y a plusieurs livres pour chaque émotion et un gros livre avec toutes les émotions compilées. Ce livre-là peut être très intéressant. On le trouve très souvent dans les structures de petite enfance. Il est vraiment très utilisé, mais vous pouvez avoir... il y a d'autres livres qui parlent des émotions à partir du moment où l'enfant arrive à voir que dans d'autres situations, ah oui, j'ai vu dans le livre que lui, il a géré son émotion comme ça, peut-être que ça peut l'aider à gérer son émotion au mieux.
On passe aussi sur le physique. Alors, se dépenser, on sait tous que c'est une importance vitale. On nous le rappelle tout le temps en nous disant qu'il faut faire une activité sportive, une activité physique régulière. C'est vraiment très important. Ça permet d'oxygéner le cerveau, ça permet de renforcer les défenses immunitaires. Et on sait qu'on en a besoin en cette période de Covid. C'est vraiment important. Là, ça permet aussi comment dire, d'évacuer l'énergie accumulée dans la journée. Des fois, quand on est avec les enfants en journée à la maison, trop d'énergie, il y a besoin d'évacuer. Donc, sortir, marcher, courir, voilà. Ça permet d'évacuer le stress, d'évacuer les frustrations, relâcher la pression, que ce soit pour l'adulte et pour l'enfant. Et parfois, ça permet d'amorcer une discussion quand on sait, par exemple, qu'il y a des enfants en début d'adolescence qui ont du mal à échanger avec leurs parents. Parfois, juste sortir, aller se promener, permet d'amorcer une discussion et permet à l'enfant de parler plus librement puisqu'il est dans un espace un peu plus ouvert et se sent un peu plus libre de discuter. Et bien évidemment, une bonne santé physique passe aussi par une alimentation saine et équilibrée. Mais ça, c'est des choses qu'on développera sûrement dans un autre Zoom. Très bien. Et je finis juste avec le social. Cette dernière partie importante. Les interactions sociales sont très importantes, surtout en ce moment où les enfants ont moins la possibilité de se voir. Alors, c'est facile d'avoir nos enfants tout le temps avec nous, mais laissons les enfants être des enfants. C'est-à-dire que faisons attention à nos conversations d'adultes. Ils sont déjà assez exposés à tout ce qui se passe autour de nous, via les médias, les réseaux sociaux, l'école. Ils ont du coup, ils reçoivent énormément d'informations qui peuvent leur faire peur. Nous, en tant que parents, en tant que famille, veillons à ce que dans nos conversations d'adultes, soit les enfants ne sont pas là, soit on évite de parler de sujets un peu trop, comment dire, un peu trop, qui peuvent faire peur en tout cas à des enfants ou qui ne sont pas adaptés. Il faut aussi penser à utiliser la technologie WhatsApp, Zoom, FaceTime pour que les enfants puissent s'appeler, échanger entre eux, avoir des moments entre enfants, surtout qu'il se peut que, et on se voit moins souvent. À l'école, c'est très réglementé. Il faut que ça reste par classe. Donc, il y a par exemple, on a des amis dans d'autres classes, on les voit beaucoup moins qu'avant. Avec comment dire, le couvre-feu, il y a moins de possibilités pour les enfants de jouer après l'école avec leurs amis. Donc, pensons à la technologie pour que les enfants puissent s'appeler. Ils peuvent appeler la copine une fois par semaine ou peut-être plus pour qu'ils puissent discuter entre eux de ce qu'ils voient, de ce qui se passe, qu'ils puissent échanger. Et dès que c'est possible, favoriser les interactions en présentiel. Voilà, avec 1 ou 2 enfants, on reste quand même dans un cadre sanitaire. On a quand même un cadre sanitaire à respecter. Mais voilà, favoriser certains échanges pour que l'enfant puisse parler avec un enfant de son âge et interagir avec un enfant de son âge et apprendre à jouer, à interagir avec un enfant de son âge et au fur et à mesure à interagir dans la société. Et ça lui permet d'apprendre les codes de la société au fur et à mesure qu'il grandit. Donc, en résumé, le cerveau d'un enfant, c'est comme une maison. Il y a 4 murs porteurs qui doivent être solides et nous devons les bâtir et les renforcer de la naissance jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte pour que lui, après, soit un adulte solide. Et comme j'ai dit, une maison, on ne vit pas dans une maison vide, donc meublez-la de sécurité affective. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présentation. Alors, dans le chat, je vois que beaucoup de personnes auraient aimé avoir ta bibliographie, donc avoir les livres que tu utilises, que tu as présentés. Sabine est en train de nous lister. Est-ce que tu pourras aussi partager le reste de tes ouvrages pour permettre aux personnes qui sont connectées de pouvoir aussi prendre les liens et aussi faire un petit peu le cheminement? D'accord, oui, pas de problème. Alors, il est 12h04, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Midi, c'est l'heure de manger. On a parlé des grands et des petits, mais vous n'êtes pas sans savoir que quand le ventre il grouille, on n'est pas très attentif. Mais là, je vais quand même vous titiller un petit peu et je vais vous inviter à être attentif
à une recette de gâteau. Donc, si vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour préparer le goûter de cet après-midi, tenez compte de cette recette. Donc, soyez attentifs à une petite recette que nous a préparée Marie-Rose, qui est une de nos personnes membres actives au sein du département de la santé. Soyez attentifs, surtout fermez bien le ventre parce que je pense que cette recette va vous donner envie de manger et préparez tout ce qu'il faut de manière à ce qu'au goûter de cet après-midi, vous soyez prêts. Alors, je vais donc partager avec vous mon écran. Hop, partager l'écran. Hop. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le système nerveux. Donc, il s'agit d'un gâteau avec des oléagineux. Alors, je vais vous parler de ce que je vais mettre dedans. Ça va être des oléagineux. Alors, d'abord, vous avez des amandes concassées. Donc, je vous donne les amandes combattent le stress. Elles sont riches en zinc. Elles jouent un rôle important dans le mécanisme de la mémoire, de la pensée et dans le maintien de l'attention. On va rajouter aussi des noisettes qui sont concassées. Et là, ce sont des noix aussi concassées. Mais juste avant de vous lire, je voudrais vous montrer une noix. Vous avez vu la noix? Alors, elle vous fait penser à quelque chose, un organe qui se trouve dans la tête. Voilà, vous avez trouvé. Ça ressemble à un cerveau. Vous avez vu avec les deux hémisphères gauche-droite. Donc, Dieu, on voit comment Dieu est bon. Dieu fait bien les choses, sachant que cet oléagineux est très bon pour le système nerveux. Dieu l'a fait en forme de cerveau. Donc, je peux vous donner aussi, on trouve d'autres exemples dans la nature. L'exemple d'une carotte. Vous prenez une carotte, vous la coupez en rondelles. Vous avez la rondelle de carotte, regardez bien la prochaine fois que vous couperez une carotte. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des stries qui ressemblent étrangement à l'iris. La carotte est très bon pour les yeux. Un dernier exemple, les haricots rouges pour les Antillais qui aiment beaucoup les haricots rouges. Quand vous regardez un haricot, vous voyez la forme de l'haricot, ça ressemble étrangement à un autre organe, un rein. C'est excellent pour les reins. Les caractéristiques des noix, donc elles favorisent la concentration et augmentent la vitesse de la compréhension. Elles sont donc appréciées pour leurs bienfaits sur l'activité cérébrale et rien de tel pour contrer le stress. Alors, grâce aux vitamines du groupe B qui se trouvent dans tous les noix, donc noix et noisettes sont capables de lutter contre la fatigue et aussi tous les virus durant la saison froide. Je vais rajouter à ça, ce n'est pas un oléagineux, mais des raisins secs. Et les raisins secs aussi sont riches en vitamine B9 et ils renforcent le système nerveux. On va rajouter à la fin aussi un peu de cannelle pour donner du goût. Et la cannelle, elle a des propriétés anti-inflammatoires et elle aide à booster les fonctions du système nerveux. Ma recette, c'est un gâteau sans œufs. Je suis végétarienne, donc il n'y a pas d'œufs et il n'y a pas de lactose. Donc, on va commencer par le beurre, mettre le beurre. Je vais vous donner les posologies après, hein, tout est mesuré. Le beurre avec le sucre. Donc, on va bien mélanger au batteur. Voilà. Bien mélanger. Il faut que ça soit crémeux. Parce que plus vous allez insister sur le fait de le battre, et plus le gâteau sera souple. Alors là, comme il faut mettre, bon, je ne mets pas de lactose, donc je mets du coco. Donc, à ça maintenant, on va rajouter nos noix, la noisette, je peux rajouter tout en même temps, hein, les noix,
les amandes. On va rajouter le raisin. Et on ne mixe plus, forcément, on ne peut plus mixer. Alors, on va mettre un peu de cannelle. Comme je vous avais dit, la cannelle, c'est très bon. L'équivalent normalement d'une petite cuillerée à dessert de cannelle. C'est très bon la cannelle, hein. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. De l'essence de vanille aussi, de l'amande amère. Et puis n'oubliez pas une cuillère, mais c'est optionnel, hein, de vinaigre, de préférence, vaut mieux prendre bio, vinaigre de cidre. Alors une cuillère à soupe. Ça rend plus souple le gâteau. Mon gâteau, normalement, en sucre, normalement, j'ai diminué par 2 le poids du sucre parce que dans mon gâteau, comme j'ai mis des raisins secs, donc ça sucre. Et c'est un gâteau qui est déjà très énergétique qu'on peut donner aux enfants pour le goûter. Donc, le sucre, ce n'est pas quand même très, très conseillé pour les enfants. Ça les rend hyperactifs. Donc, il vaut mieux diminuer sur le sucre et puis c'est aussi bien. Voilà. Donc, maintenant, mon gâteau est terminé. On va beurrer un moule. Voilà. Mon four est déjà en train de préchauffer. Je mets de la farine. Tant qu'à faire. Donc, mon four est en train de préchauffer. On va aller mettre au four. Le four à 180, préchauffage 180 et le gâteau 40 à 50 minutes. Au bout de 40 minutes, on peut ouvrir 45 minutes. On pique et on voit si la cuillère, forcément, le couteau sort sec. C'est que c'est bon, on laisse encore 10 minutes. Voilà. Voilà. On va le mettre au four. Voilà. On se retrouve, voilà, mon gâteau est au four et on se retrouve après. On va refaire la vidéo. Je vais vous montrer mon gâteau. Il faut le couper, il faut que ça soit froid pour le couper. Donc, je vais le sortir du four. Je vais attendre que ça refroidisse. Et je vous montre à ce moment-là, je vous donne les posologies de tous les ingrédients. Oui, alors me revoilà avec le gâteau passé au four. C'est cuit. Je l'ai goûté. C'est délicieux. Vous allez vous régaler et les enfants aussi. Voilà, donc vous voyez, même en étant végétarienne, on peut faire de très 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 bons gâteaux sans œufs, sans lactose. Et voilà mon gâteau. Il est délicieux. Allez, bye bye à tous, à la prochaine. Bon, et bien écoutez, moi en tous les cas, ça me donne envie. Je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, je sais que moi, je passerai un très très bon goûter cet après-midi. Donc, surtout, si vous faites les recettes, n'hésitez pas à nous faire des retours, hein. Nous, on est intéressés pour savoir si ça vous a plu ou pas. Mais bon, je pense qu'au vu de l'aspect, je pense que beaucoup vont être contents. En tout cas, nous allons essayer de vous remettre la posologie, comme elle a dit, en tout cas les quantités, les ingrédients de la recette sur le chat, de manière à ce que vous puissiez également la faire. Maintenant, nous allons passer, avant les questions et les réponses, à une partie assez importante. Nous avons parlé de démence, nous avons parlé de combattre la démence. Et pour être concret dans ce que nous allons dire, la dernière partie va vraiment se jouer sur, comment dire, une partie de témoignage pour que vous puissiez vous rendre compte réellement que même si ça peut arriver, il y a des manières d'y remédier. Donc, je laisse la place à Lisa et également à la famille Samut qui nous a rejoint de la Guadeloupe. Un coucou. Et Lisa, je te laisse prendre la main. Merci. En effet, Annie a bien précisé, actuellement, nous allons passer un temps de témoignage et qui va permettre de schématiser ce que nous venons de voir. Alors, il s'agit de quelqu'un que vous peut-être connaissez tous, c'est le père Samut et son épouse, Marcel Samut, qui est avec nous et qui
ils ont vécu en famille un processus de démence et nous allons, à travers un court interview de Madame Samut, savoir comment cela s'est passé. Alors, il faut savoir que Pasteur Samut, c'est mon oncle. Donc, nous avons beaucoup travaillé ensemble et c'est pourquoi cette histoire qui m'a marquée, je voulais la partager aussi avec vous. Alors, Sœur Samut, que je ne vois pas. Je suis là. Ok, d'accord. Bonjour. Alors, au niveau de ce que tu as vécu, à quand remonte le début des symptômes que tonton a présentés? Le début des symptômes, pas tellement, je ne peux pas donner une grande précision parce que je ne savais pas très bien ce qui se passait. Mais j'ai constaté une certaine agressivité sans raison et une allergie aux remarques. Et vers un certain jour, alors que mon mari était encore en activité, c'est-à-dire avant 2006, j'ai écouté une émission parlant de la dépression des hommes et je me suis dit, ah, voilà le problème de mon mari. Les conditions frustrantes ne cessaient d'amplifier dans le cadre du travail et sa grande confiance dans sa vocation créait un déséquilibre. Alors, j'ai confié mon problème à Dieu. Avec des amis, nous avons des amis sûrs, nous avons eu nos moments de prière pour être en mesure de surmonter les difficultés qui se présentaient. Et j'ai vu agir la main de Dieu parce qu'il a freiné le moment de mal. Il a freiné pendant un moment le mal. Mais plus tard, ça c'est je peux encore parler? Oui, vas-y. En 2009, on a détecté une carence en vitamine B12 et nous avons profité pour faire un bilan complet à Paris. Évidemment, ma nièce, Lisa, nous a orientés dans nos recherches et mon mari, ayant refusé les injections proposées par le médecin, les injections de vitamine B12, nous avons pris un stock de vitamines alimentaires que nous avons ramené en Guadeloupe. Après un certain temps, mon mari n'a plus voulu prendre des compléments alimentaires et ne voulait non plus suivre les avis médicaux. Alors, nous nous sommes retrouvés à nouveau en difficulté. Cette situation se compliquait. Mais heureusement, à ce moment, le docteur Sabri a organisé un voyage de santé à Herbelia et il a choisi d'y aller. Pour nous, c'était une très grande joie parce qu'on s'est dit, là, il est dans un milieu adventiste, il va faire conseil, il va faire confiance au corps médical adventiste. En effet, il est revenu avec un diagnostic et un champ exploré. Et nous avons essayé de notre mieux à pratiquer ce qui avait été conseillé. Malheureusement, il n'a pas accepté de suivre totalement les protocoles de soins et cela s'est aggravé. La logique de mon mari, la mienne et celle de nos enfants étaient totalement en opposition. Qu'est-ce qui se passait? Mon mari avait constamment envie de bouger. Il bougeait constamment, tout devenait urgent, il parcourait de longues distances. Et tout était prétexte pour faire des achats. Il y a une réduction sur l'huile d'olive, il en achète une vingtaine. Il y a une réduction sur le linge, il en achète en quantité. Il achète des chaussures, des sacs de l'alimentation. Quant aux livres, n'en parlons pas. Il faisait des stocks de livres pour pouvoir distribuer au moment d'évangélisation. Mais il était à la retraite. Par conséquent, cela devenait vraiment, ces achats compulsifs devenaient ingérables. Et à la fin, nous avons pris un rendez-vous avec un spécialiste à Basse-Terre, au CHBT, au centre hospitalier de Basse-Terre. Et là, on nous a proposé des soins. Évidemment, c'est encore non. On lui a parlé, il a vu les médecins, mais il a toujours refusé d'appliquer les soins qui étaient proposés. C'était si difficile pour lui d'accepter que le temps a agi et il est arrivé, il a fait une décompensation cardiaque. Cette décompensation cardiaque a provoqué des hospitalisations autour du 28 mai 2018. Ces hospitalisations, parce qu'il y en a eu plusieurs,
successives dans des centres différents, ces hospitalisations ont révélé un dysfonctionnement cognitif de type frontotemporal. Évidemment, ce mot-là était totalement inconnu. Le médecin nous a appelés, mon fils et mon frère, il nous a tout expliqué, nous a dit comment il fallait s'y prendre. Et en même temps, il y a eu une aggravation de la glycémie. Inutile de vous dire que ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il restait dans le déni de la maladie. Hospitalisé, affaibli, il continuait à refuser les soins. Il n'était pas conscient de ce qui se passait. L'approche famille, ses neveux nous ont aidés, Elisa, Pascal, Lisa, ils étaient avec nous pour essayer de le convaincre de se soigner. Mais ça ne marchait pas. Et son corps dégénérait. À la fin, Lisa m'a dit, Tati, c'est un combat spirituel. Et oui, c'est un combat spirituel au cours duquel le lobe frontal est en jeu. Alors, nous avons fait comme nous pouvions pour entrer dans cette guerre spirituelle. Et avec le clan familial, le clan des amis, les intercessions des frères et sœurs, des collègues de l'église de Boissard, des églises de la Guadeloupe, parce que tout le monde priait pour lui, et même à Paris, des églises de mes parents, et Bagnolet, pour ne pas citer cette église qui nous a soutenus, et sans oublier Lisa, sa nièce, qui était avec nous sur tous les fronts. Voilà. Le combat a été long, a été difficile. Long, difficile, pourquoi? 8 mois d'hospitalisation en centre public. Et enfin, on ne voyait pas les choses s'améliorer. Il avait envie de rentrer chez lui aussi. Il a fini par être hospitalisé à domicile pour qu'il puisse finir ses jours tranquilles. Wow. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mis en place est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans ton style de vie? Ah oui, quand il est entré à la maison, c'était plus facile d'avoir un milieu spirituel adéquat. Et ce n'était pas lui. Il me fallait intervenir pour motiver, faire le culte, pour lui faire la leçon, etc. Parce que lui-même, il ne lisait pas la Bible. Il ne lisait rien. Une personne qui était passionnée de lecture de sa Bible, il ne lisait pas. Et moi, j'ai conclu qu'il avait perdu la capacité de lire parce qu'il n'était pas en mesure de faire plein de choses de mémoire. Et il y a aussi l'alimentation. Alors, au départ, c'était très difficile encore aussi parce qu'il prenait peu de Fortimel, un petit peu, mais on a jugé bon de changer, de passer au jus vert, d'utiliser toutes les graines de noix, de noisettes, les graines de chia que nous avons beaucoup utilisées. Il fallait moudre, on lui donnait ça dans un petit pot. Et quand il voulait, il en prenait. Et il aimait beaucoup les noix, heureusement. Avec les graines de chia, nous avons fait les crèmes de la doctoresse Kousmine. On a beaucoup utilisé ceci. Et les crudités. Les crudités parce que nous savions, je savais la valeur des crudités parce que j'avais déjà fait 2 mois et demi de cours total. Alors, il s'y est mis forcément. Et puis après, je ne sais pas si c'est bienvenu ou malvenu, mais quand le COVID est arrivé, il a compris le risque et il s'est dit, je ne veux plus d'infirmière. Ce qui me dérangeait énormément parce que je ne savais pas faire les piqûres. Et il a dit non, je ne veux pas d'infirmière. Quand il disait non, c'était non. Alors, les infirmières ont tenté leur chance plusieurs fois, impossible de le faire entrer à la maison, de les faire entrer. Et il a décidé de s'organiser pour manger d'abord une alimentation végétalienne. Ensuite, il a supprimé les œufs. Il était à une alimentation végétarienne. Et après, il est passé au fruit total. Donc, ça a démarré autour de
de mars avec le confinement. Et ensuite, au 1er décembre 2020, 1er décembre 2020, ouais, il a fait des analyses médicaux que j'ai envoyées aux médecins. Quand les médecins ont vu les résultats, ils n'en revenaient pas. Ils sont restés sans voix. Ils m'ont dit, au mois de janvier, la glycémie a disparu totalement. La décompensation cardiaque a aussi disparu totalement. Il est redevenu comme avant. Ça, c'était pour le cœur et la glycémie. Mais il reste encore quand même des signes parce qu'il a oublié les frères et sœurs. C'est lentement, quand il revoit les visages, je me demande qui c'est parce que les personnes lui parlent avec tellement d'amis, avec beaucoup d'amour. Il se dit, ce sont des gens qu'il connaît. Alors, il me demande qui c'est. Et il a du mal à marcher aussi. Alors, il faudrait que tu précises combien de temps cela a mis pour qu'il puisse récupérer. Parce qu'il faut savoir qu'en rentrant de l'hôpital, il ne marchait pas. Oui. Voilà, je voudrais que tu précises un peu. Ah oui, il fallait le porter pour tout. Chaque fois qu'il fallait aller chez le médecin, il fait revenir un système pour le porter de l'étage, 3e étage, à l'ambulance. Eh bien, je dirais qu'il a fallu un bon mois pour que nous, non, une bonne année, pour qu'on commence à voir, parce qu'il a quitté l'HAD en 2019, on l'a sorti de l'HAD, il a fait 4 mois d'hospitalisation en HAD, et c'est en mai 2019, c'était la sortie de l'HAD. Donc, de mai 2019 au confinement, les choses n'étaient pas encore correctes. Pas du tout. Il avait ses séances chez le kiné avec une ambulance. Et au confinement, il a changé en se mettant au cru. Et là, c'était le miraculé. Le miraculé. Ces médecins me disent que ce n'est pas possible. Les soignants, les personnes qui l'ont connu, l'appellent le miraculé. Et au niveau de l'état cognitif, oui, comment ça s'est amélioré? Maintenant, il lit beaucoup, il écrit beaucoup, il a du mal, il oublie. Je lui parle de quelque chose, un moment après, il me repose la question. Il y a des oublis. Mais ça revient parce qu'il me dit, tu sais, j'oublie vite. Alors, on travaille ça un peu, on essaie d'améliorer. D'accord. Donc, on voudrait justement avoir un coucou de Pasteur Samut. Je sais qu'il est là. Et il faut savoir qu'avant, Pasteur Samut avait mon oncle avait cette difficulté à entrer en contact lors de cette phase de maladie, de communiquer. Et actuellement, effectivement, avec le changement de style de vie que ma tante a mis en place, que mon oncle a accepté tant bien que mal, donc il y a une amélioration. Bonjour, tonton. Bonjour, toi-même. Alors, comment est-ce que maintenant tu te sens? Parce que je sais que lorsque je t'ai vu il n'y a pas très longtemps, tu me disais, alors ce n'était pas moi. Mais maintenant, ça va mieux. Et comme Cathy a dit, l'alimentation. Parce qu'on m'avait dit que c'est fini pour moi. Et je te dis une chose, Lisa. Les docteurs ont dit à Jean-Robert, pour ne pas embêter maman, de se préparer. Qu'est-ce que ça veut se préparer? Mort. Alors, mon beau-frère est monté à Sainte-Anne pour prévoir le caveau, le papa, la famille Samuel. Mais comme c'était en réparation, il a pris les caveaux des parents Buffon pour m'enterrer. Quand c'était fini, j'ai mort, il était bien mort, il est parti, c'est parti. Alors, Lisa, mais ils ne m'ont pas dit ça. Alors, j'ai dit, alors là, je commence à comprendre, il y a peut-être quelque chose derrière,
Mais Cathy ne dit rien. Elle veut me garder dans le repos et le calme. Elisa, je me suis mangé du cru pendant 6 mois. Ni fromage, ni. J'ai tout supprimé, mais comment on dit ça encore? Animal. Que des crues, zignam crues, patates crues, bananes crues, malanga crues, tout bitin crues. Quand même ça va gratter gorge, mais les peut gratter gorge, mais gorge, gratter pain. J'ai mangé pendant 6 mois. Et Cathy t'a dit, quand je suis allé voir, j'ai fait une analyse. Et je suis allé voir le cardio, je l'ai envoyé pour le cardio, et le 1er décembre, en janvier, et le 1er décembre, nous sommes allés, nous avons un rencontre avec lui. Il a dit, monsieur Samut, tout va bien. Le cœur retourne à sa place, diabète là, prend galop, courir qu'on cheval. Il est en train de tenter la main. Ok, je remercie. Il faut savoir que j'ai mon oncle qui est très joyeux. Donc, je remercie mon oncle. Mais alors, ce témoignage est quand même assez intéressant. Alors, le déficit qu'il a eu, mon oncle, est probablement dû à une carence. À une carence en vitamine B12 pour lequel il a eu du mal à être supplémenté malgré tout ce qu'on a pu lui dire. Donc, il faut savoir que les démences, on a certains types de démences qui peuvent être réversibles et d'autres démences qui ne sont pas réversibles. Mais les démences qui peuvent être réversibles, on appelle des confusions, des états confusionnels, mais si on ne fait pas ce qu'il faut très tôt, alors ces états confusionnels peuvent évoluer vers une démence dégénérative. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va être définitif ou pas? Pendant que tu partages ton écran, Lisa, je vous invite à mettre les questions que vous avez sur le chat pour que si vous en avez, bien sûr, qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas donc à nous les transmettre et on fera le nécessaire. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait, on le voit, Lisa. D'accord. Alors, les sociétés savantes… Dernière chose, Lisa, mets-toi en plein écran. D'accord, tu me vois? Oui, en plein écran. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Attends. C'est bon? Voilà, parfait. Alors, on va mettre la slide qu'il faut. Alors, les sociétés savantes recommandent dans les états de démence, notamment comme on en a parlé tout à l'heure, l'Alzheimer qui est une démence dégénérative, de faire ce qui est préventif. Docteur Bernard vous a dit, docteur Angerville vous a dit qu'il n'y a pas de traitement. Donc, l'entraînement cognitif est une des actions qu'on peut mettre en place, qui veut dire stimuler son cerveau. Vous vous apercevez que le pasteur Samut, lui, n'arrivait plus à lire, alors que c'est un pasteur qui lisait la Bible, il n'arrivait plus à lire. Et au moment où il a recommencé à stimuler son cerveau, déjà écouter les émissions de la radio, à pouvoir reprendre un petit peu la lecture, il a pu retrouver une certaine cognition. La stimulation cognitive permet de protéger le cerveau de la dégénérescence. Alors, les sociétés savantes aussi parlent du style de vie. Quel style de vie on peut avoir? Un régime méditerranéen. Donc, je pense que vous en connaissez un rayon. Le régime méditerranéen, c'est un régime riche en fruits, en légumes, en huile d'olive. C'est le régime grec, d'olive grecque à peu près. Et le régime méditerranéen riche en fruits et en légumes va protéger nos cerveaux et notre organisme des actions du stress oxydatif. Le stress oxydatif qui va permettre la destruction des cellules. Et vous allez aussi avoir les antioxydants qui vont avoir une action aussi contre le stress oxydatif. Donc, tout cela, le régime méditerranéen et les antioxydants vont diminuer les atteintes cérébrales. Donc,
dans votre alimentation, vous allez diminuer les acides gras saturés, donc tout ce qui est trop de fromage, trop de beurre, trop de gras, et vous allez augmenter les aliments qui seront riches en vitamine E, en coenzyme Q10, en acide ascorbique, en curcumine, en resveratrol, qu'on va trouver dans tout ce qui est raisin. Alors, il s'avère que maintenant, on s'aperçoit que les vitamines, elles ont une action protectrice, et notamment la vitamine D. Beaucoup de personnes sont en carence de vitamine D, même celles qui sont en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons nos courses, on va en voiture. Lorsqu'on est au soleil, on met le parasol. Et ici, en France, nous n'avons pas assez de temps de luminosité pour nous permettre d'avoir cette vitamine D qui via les rayons du soleil. Donc, vous pouvez ralentir la perte de votre cognition en augmentant vos apports en vitamine D, notamment via des ampoules, via des compléments alimentaires. Et l'exercice va diminuer votre entrée dans la neurodégénérescence. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire du sport, vous allez avoir une arrivée de sang au niveau de vos micro-vaisseaux qui sont favorables à bien entretenir vos neurones. Et tout cela, le sport, c'est neuroprotectrice. Alors, je vous ai dit qu'il faut une alimentation qui soit riche en vitamine E. Nous avons en vitamine E des apports journaliers pour les hommes d'environ de 10,5 mg et pour la femme de 9,9 mg par jour de vitamine E. Vous allez en retrouver de la vitamine E dans l'huile de colza. Alors, j'ai mis quelques exemples. Vous allez retrouver pour 10 g d'huile de colza, vous allez avoir 28 mg de vitamine E. Dans les amandes, pour 100 g d'amandes, vous allez retrouver 14,4 mg de vitamine E. Donc, il faut savoir que cela va couvrir un petit peu vos apports journaliers. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il va vous falloir manger une tonne d'amandes, vous voyez, parce que ce sont des protéines aussi. Trop de protéines peut aussi abîmer votre rein parce que c'est le rein qui va permettre d'éliminer vos protéines. Vous allez retrouver dans les pignons de pain, 100 g de pignons de pain va vous emmener environ presque votre ration journalière de vitamine E, 8,5 mg de vitamine E. Dans le germe de blé aussi, pour 100 g, on aura 10 mg de vitamine E dans le germe de blé. Et dans les olives, la quantité sera beaucoup moindre. Dans les olives, vous allez en avoir environ 6 mg de vitamine E dans les olives. Alors, le coenzyme Q10, vous allez me dire, c'est quoi? Dans chacune de nos cellules, leur fonction, c'est de travailler. Elles ont une petite centrale à l'intérieur, centrale thermique, et elles auront besoin d'énergie. Et ce coenzyme Q10 va être ce moteur pour pouvoir faire fonctionner ces cellules. Et vous allez vous rendre compte que dans certains organes, notamment dans l'organe du cœur, nous allons retrouver beaucoup de coenzymes, de cellules riches en coenzyme Q10. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est lui qui fonctionne le plus. Donc, vous devez avoir une alimentation où vous avez beaucoup de coenzyme Q10 parce qu'il va protéger contre le stress oxydatif, contre tout ce qui va détruire vos cellules. Alors, les aliments frais contiennent du coenzyme Q10. Alors, pas les aliments surgelés, pas les aliments en conserve, les aliments frais. Donc, dans les oléagineux, vous allez avoir les cacahuètes. 28 g de cacahuètes va nous emmener environ 0,8 mg de coenzyme Q10. Dans le brocoli, que vous pouvez manger en crudité aussi, ou si vous voulez, vous pouvez le manger al dente comme les Asiatiques le font, pour bénéficier de l'ensemble des vitamines du légume. Alors, dans les fruits, vous allez avoir très peu de coenzyme Q10, sauf dans le jus d'orange et de fraise. Alors, ce sont ces fruits où vous allez retrouver le maximum de coenzyme Q10. Donc, vous pouvez aussi en bénéficier en prenant du frais. Pas simplement acheter des jus au niveau des grandes surfaces. Les épinards sont des aliments qui sont très riches en coenzyme Q10.
Alors, je ne savais pas au départ qu'on pouvait les manger crus jusqu'à ce que je découvre qu'on puisse les manger en salade. Et c'est très riche, non seulement en coenzyme Q10, en fibres, riche en fer et riche en antioxydants aussi. Et vous avez le tofu. Le tofu, c'est du soja qui est mis sous cette forme. Et le soja est très riche en calcium, est très riche en protéines, en coenzyme Q10 et aussi dans toutes les vitamines du complexe B. Donc, vous allez vous rendre compte que les vitamines B ont un rôle quand même assez important au niveau de notre transmission cérébrale. Donc, les vitamines B12, la vitamine B12, pour ceux qui sont végétariens ou végétaliens, il faut surtout penser à pouvoir vous supplémenter dans ce type de vitamines. Donc, voilà, c'était le partage que je voulais vous faire sur ce qu'on peut éventuellement mettre en place pour stimuler, avoir une bonne fonction neuronale. Donc, je laisse la place à Annie. Merci, Lisa. En tout cas, merci pour tous ces apports. Maintenant, il y a un temps qui vous est laissé pour des questions, si vous en avez. Alors, nous n'en avons pas vu apparaître sur le chat, en tous les cas. Cela voudrait dire que les choses ont été très claires, que nous avons, en tous les cas, répondu à vos questions, à vos interrogations. Si toutefois, vous souhaitez avoir les liens des vidéos ou revoir les choses, sachez que cet échange est enregistré et qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'église de Paris-Est Bagnolet. Vous pourrez également revoir notre tout premier échange qui était sur la dépression et le fait que nous allions être en confinement numéro 2. Je ne vois pas d'autres choses apparaître. Lisa, tu as peut-être des choses à rajouter? Alors, donc, j'ai regardé un petit peu. De l'équipe également. Alors, ce que je souhaitais, c'est que vous puissiez prendre conscience que votre style de vie a un impact non seulement sur le fait que vous allez perdre du poids, parce que nous, les femmes, on aime avoir un poids taille fine, mais a un impact aussi sur la santé mentale. Et actuellement que nous nous trouvons dans des périodes de confinement, nous devons tout faire pour pouvoir protéger cette santé mentale via un style de vie, pas seulement via une alimentation, mais via aussi, vous voyez que pour préserver des démences, nous avons l'activité physique, nous avons la lecture, pouvoir, comment vous amener les choses. Pas seulement lire, la connaissance, la culture, voilà, développer votre culture, votre savoir, cela permet une protection de votre neurone, de vos neurones, et en même temps, cela vous donne une qualité de vie différente. Alors, voilà. Il y avait des questions, Lisa, qui, maintenant que j'y pense, pour ne pas faire d'erreur, une personne avait demandé, est-ce que le fait de lire et d'avoir toujours cet intérêt intellectuel pouvait préserver de la maladie d'Alzheimer et des démences? Alors, en effet, ça ne va pas préserver, mais ça va ralentir la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la maladie de dégénérescence et démence, elle débute très longtemps avant l'apparition des premiers signes, dizaines d'années environ, parce que la maladie d'Alzheimer est due à une substance, l'amyloïde, qui va se mettre au niveau des neurones et qui va au fil du temps l'asphyxier. Donc, pour diminuer un peu tout cela, il vous faut avoir une alimentation qui ne favorise pas cette sécrétion de substances amyloïdes, et la lecture va vous permettre de garder cet influx nerveux et va être protectrice de tout cela. Pas que la lecture, le sport et ce dont nous avons parlé. Très bien. Deuxième question, Lisa. Quelqu'un qui demande, alors je pense que ça aussi c'est peut-être à préciser, mais ça a été dit. Est-ce que manger plutôt cru est meilleur pour avoir une meilleure santé générale? Et je pense que la réponse est évidente. Ah oui, en effet. Et tout ce qui est cru, il faut savoir,
lorsqu'on va faire cuire nos aliments, nous allons perdre certaines vitamines. Alors que cru, nous bénéficions de l'ensemble des vitamines. Alors, par contre, je ne vais pas faire comme mon oncle de manger des ignames crus, mais mine de rien, on s'est aperçu qu'il a eu un bénéfice, vraiment sa pathologie a vraiment régressé lorsqu'il a décidé de manger du cru, parce qu'il a profité au niveau de la mastication, parce que la mastication a un effet, parce que lorsqu'on mange cru, c'est beaucoup plus dur, donc il a eu une meilleure mastication, donc au niveau de la bouche, l'enzyme au niveau de la salive a pu bien pénétrer les aliments et faciliter une meilleure absorption des minéraux présents dans ces vitamines. Donc, manger cru est préférable pour notre santé. Donc, c'est pourquoi on dit aux gens, mangez des crudités, préférez des crudités dans votre alimentation, même si vous avez une autre alimentation, mais qu'il faut dans chacune de vos alimentations mettre des crudités et des crudités de couleurs différentes parce que vous avez des vitamines et des minéraux différents dans ces différents aliments. Après, ce qu'on peut aussi dire, Lisa, pour compléter, c'est que peut-être pas manger certains aliments crus, mais surtout à la vapeur, parce que les cuire à la vapeur, justement, préservent les oligo-éléments et les nutriments, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à digérer, plus aussi facile à manger, et ça plaît à tout le monde. Est-ce que je vois d'autres questions? Voilà, la vapeur, l'importance de l'alimentation, de l'air, qui est notre premier aliment. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une personne qui nous propose également, si on veut parfaire ce programme, de participer à un programme qui s'appelle Nedley, qui est pour surmonter la dépression et l'anxiété. Alors, je n'ai pas plus d'informations, mais peut-être... Alors, je pense que c'est un programme qui est fait par le Paris Sud, je crois. Oui. Je crois que c'est un programme qui sera fait au mois de février. Alors, pour ceux qui veulent s'y joindre, alors, ils peuvent éventuellement aller sur le site de Paris. Alors, ça sera organisé par ADRA Paris 13 en février. Tout à fait. Donc, je pense, voilà. Donc, ils auront un peu plus d'informations après que nous mettrons aussi sur notre site YouTube pour ceux qui veulent. Alors, on me demande le lien du YouTube de Paris-Est Bagnolet. Ben, vous tapez simplement quand vous recherchez dans le moteur de recherche Église adventiste de Bagnolet ou Église adventiste de Paris-Est Bagnolet et vous aurez accès à tous les cultes, à nos premiers échanges et à toutes les informations qui nous concernent. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant que nous puissions nous quitter? Alors, juste, on vient de dire que le programme Nedley sera, effectivement, c'est Paris Sud et le site de Monge. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je précise que dans le gâteau, comme elle l'a dit, il n'y a pas de levure, il n'y a pas d'œufs, puisque la Marie-Rose qui nous a fait la recette a dit elle-même qu'elle est végétalienne, donc pas d'œufs. Sachez, je le répète, que toutes ces informations et cet échange, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Église de Paris-Est Bagnolet, y compris la vidéo de la recette avec tous les ingrédients et comment faire. Je tiens à remercier tout un chacun, que vous veniez de tous les coins du globe, de la Guadeloupe, de Paris, de partout. À remercier en tout cas Bernard, le docteur Angéville, qui a pris du temps sur son astreinte pour être avec nous, à Lisa, à Chegaya, à Sarah, à toutes les autres personnes de l'équipe, hein. Même si on ne vous voit pas, sachez que voilà, c'est un travail d'équipe et un travail qui est de fond également. Donc, même si vous ne voyez pas toute l'équipe, sachez que nous sommes, en tous les cas, disposés, disponibles et engagés pour vous apporter tout ce que nous savons sur les sujets qui vont être traités. Restez attentifs, surtout, pour pouvoir connaître les prochains échanges que nous allons avoir et pouvoir continuer à parfaire notre qualité de vie et notre style de vie. Alors Annie, je voudrais aussi remercier beaucoup le couple Samut qui a eu cette délicatesse de nous expliquer tout le parcours qu'ils ont eu. C'est vrai que maintenant, tu as beaucoup raccourci son témoignage, mais il faut savoir que ça a été quand même très, très, très difficile à vivre, surtout les aidants. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vivent peut-être cette même situation. Rapprochez-vous de votre médecin parce qu'il peut vous accompagner dans ce type de situation. Afin que vous aussi, vous ne soyez pas dans la dépression. Parce qu'effectivement, on peut déprimer facilement.
En tout cas, merci à tous. Nous allons nous séparer comme nous l'avons fait au début par une prière. Marlène, est-ce que tu es avec nous? C'est Marlène donc qui va nous faire une dernière prière pour clore notre échange. Marlène, il faut que tu coupes ton micro, enfin que tu l'actives plutôt, pardon. Ah, excuse-moi. OK. Voilà, très bien. C'est bon? Oui, Ah, merci. La main est à toi. Merci. Donc, inclinons-nous pour la prière et prenons la position qui nous convient le mieux, soit incliner la tête ou la position qui nous convient. Père céleste, nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour le don de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix à notre place pour tous nos péchés. Nous sommes maintenant déclarés justes par la foi. Tu l'as ressuscité des morts comme la proclamation que tous nos péchés sont effacés. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Merci, notre Père céleste. Nous sommes déclarés justes et nous sommes en permanence dans ta grâce. Père céleste, par la bouche de tes serviteurs et servantes, tu viens de nous faire entendre et nous faire connaître les voies de la vérité et de la vie, qui conduit à la santé, qui passe par une bonne alimentation, qui régénère le corps, purifie l'esprit et l'âme. Le corps, l'âme et l'esprit sont régénérés, purifiés, sanctifiés. Père céleste, bénis tous ceux qui ont mis sur pied ce programme et ceux qui l'ont entendu. Permets que nous mettions en pratique les conseils qui nous ont été donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. 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 Merci à tous. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne journée pour ceux qui sont dans un autre hémisphère que nous, dans un autre fuseau horaire. Une bonne après-midi à ceux qui sont sur la région métropolitaine et qui partagent le même fuseau que nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine fois. Restez connectés pour recevoir les informations. N'hésitez pas à aller sur le site, le YouTube de l'Église de Paris-Est pour toujours guetter la disponibilité de la vidéo. Et sachez que nous sommes à votre service et nous vous disons à la prochaine. Je vous remercie à tous et bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Bon après-midi. Nous restons connectés pour un petit débrief. Bon après-midi. Merci. Tout le monde. Félicitations. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Félicitations à vous et merci à Occupe le Samut. Merci beaucoup. Bon début de semaine à tous. Bonne semaine. Au revoir, Marie-Rose. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Annie? Oui. Très bien, très, très bien. Ben, gloire à Dieu. Contente de te revoir.